Heureux de vous retrouver sur Média TV Afrique, soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. L'Afrique doit cesser d'être un musée de la pauvreté. Ces populations sont résolues à renverser cette tendance. L'avenir des jeunes Africains n'est pas en Europe, leur destin n'est pas de périr en Méditerranée. Telles sont les déclarations du président de la Banque africaine de développement lors des 53e Assemblées annuelles de l'institution en Corée du Sud. Quelle est donc la place des jeunes dans le développement de ce continent aujourd'hui, avant de parler du futur? Bienvenue, on en parle avec deux invités. À ma gauche, Doumbia Idrissa, bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes doctorant en éthique, philosophie politique et morale et auditeur à l'IFP-AGC, qui est l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. En effet. À ma droite, Madame Bifezela Anne Ouattara, elle est inspecteur du commerce, chef de service du renforcement des capacités des entreprises exportatrices au ministère du Commerce et par la même occasion auditeur dans ce même institut. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous avons donc deux riches compétences réunies pour aborder la question de développement avec les jeunes. Alors, à ma gauche, pour la première question, est-ce que les jeunes peuvent se dire comptables du taux élevé de chômage en Afrique? Est-ce qu'on peut les taxer d'être aussi responsables? Bien, à cette question, je pense qu'on ne peut pas immédiatement dire que les jeunes sont les seuls responsables de ce taux élevé de chômage, vu que les jeunes sont dans un système politique qui est régi par un ensemble de personnes. Donc, on peut dire que peut-être que le système politique n'est pas en adéquation avec la formation que les jeunes ont. Fort de ce tabou, il se peut que le taux de chômage soit élevé parce que la formation reçue n'est pas adaptée avec le marché de l'emploi. D'accord. Ce qui est irréfutable, c'est que les jeunes en sont victimes. Effectivement, les jeunes en sont victimes parce qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas forcément en adéquation. L'éducation que ces jeunes reçoivent, c'est-à-dire 60% de la population déjà africaine, il faut le dire, 60% de la population africaine est sur les bancs aujourd'hui. Et cette population et cette population, elle est très jeune. Parce que sur 1 milliard, il y a 200 millions qui ont l'âge compris entre 15 et 24 ans. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont une grande responsabilité. Parce que l'éducation que ces jeunes reçoivent n'est pas forcément en adéquation avec la demande, avec l'offre du marché. Parce que quand on regarde les attentes des personnes, des recruteurs par exemple, quand on regarde leurs attentes ne sont pas forcément les attentes ou la formation reçue par ces jeunes. Donc, l'État est responsable, les parents sont responsables et la jeunesse elle-même, elle est responsable. C'est elle qui choisit sa filière. Justement, c'est elle qui choisit sa filière pour se former. Et on voit aujourd'hui des jeunes qui sont diplômés, mais qui travaillent, qui sont orientés dans un autre domaine. Tout ça, c'est parce que la formation qu'ils ont reçue n'est pas forcément adaptée au travail ou ne répond pas forcément aux besoins du moment. Donc, la machine étatique doit adapter les formations que les jeunes reçoivent aux besoins du moment. Parce qu'il y a des formations qui se font et pour un certain nombre de travail qui n'existe pas actuellement ou qui est en voie de disparition. Donc, c'est des choses qu'il faut adapter. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les appuis au développement. Plusieurs États africains reçoivent ces appuis au développement, surtout en Afrique de l'Ouest, avec la Banque africaine de développement qui a déployé des millions de dollars pour aider les jeunes sur près de 10 ans pour investir dans l'agriculture, pour investir dans les nouveaux métiers. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'appui à nos États? Ces appuis-là, que nous appelons généralement l'aide au développement, il faut dire qu'il y a un économiste congolais qui avait mené une étude sur l'aide au développement et il s'est avéré que sur les 100% d'aide qu'on octroie aux pays africains, il y a 25% qui sont utilisés pour acheter les marchandises sur le pays qui donne l'aide, 14% comme commission, et commission pour ceux qui ont traité le dossier, 7% ce sont des détournements. Exactement. Et en vérité, il ressort qu'il n'y a que 10% qui revient au pays pour s'en sortir. Donc l'impact sera faible. L'aide n'est pas une aide en réalité. Et Thomas Sankara nous disait, une aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide est à laisser.
Aujourd'hui, l'aide qu'on octroie aux pays africains, en vérité, ne nous aide pas. Il faudrait que le système économique de l'Afrique soit endogène. Il faudrait que nous puissions nous replier sur nous-mêmes, mettre en exergue nos propres profits, nos propres mécanismes économiques, afin que cela puisse impacter positivement la jeunesse. Sinon, ce que nous recevons de l'extérieur, en vérité, ne fait qu'appauvrir l'Afrique. Et Damisa Daou disait très exactement, dans l'aide fatale, elle disait que non seulement l'aide au développement n'a pas extirpé la pauvreté de l'Afrique, mais elle est en raison de sa perpétuation, parce qu'elle favorise la corruption et d'autres facteurs qu'aujourd'hui les jeunes endossent. Parce que c'est ça, nous sommes dans un système de gérontocratie, où il y a une tranche de personnes qui ont mis la main sur le pouvoir, et les jeunes, certes, on les utilise pour arriver au pouvoir, mais une fois au pouvoir, ces jeunes-là ne sont pas totalement engagés dans l'appareil étatique. Qu'est-ce qui se passe? On peut se poser une question. Est-ce que les jeunes ne sont pas suffisamment compétents pour diriger? Ou encore, est-ce qu'on veut simplement utiliser les jeunes et ne pas leur donner l'opportunité de s'exprimer? D'accord. Nous allons revenir sur les questions de la formation pour l'emploi des jeunes. Tout à l'heure, nous faisions allusion de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. On en parle depuis des années. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer et que les jeunes eux-mêmes en sont conscients au point de se réorienter pour développer par exemple l'entrepreneuriat, là où il y a également beaucoup de problèmes? Effectivement, parce que quand on observe aujourd'hui la tendance en Afrique, on voit que les jeunes ont pris conscience au fait de cette réalité-là. Parce que les jeunes s'orientent de plus en plus vers la formation. Ils n'attendent pas que le gouvernement crée forcément le canal. Les jeunes, ils cherchent des bourses par eux-mêmes, qu'ils soient dans des administrations ou qu'ils soient encore en quête d'emploi. Avec l'outil informatique qui se développe aujourd'hui, on a tous accès à l'information en fonction du domaine dans lequel on veut s'orienter. Donc les choses sont en train de changer et je pense que c'est des choses que les gouvernements ont compris. Parce que quand on prend aujourd'hui certains pays d'Afrique, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire que je maîtrise le mieux, quand on prend la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le gouvernement a compris qu'en Côte d'Ivoire, il faut former les jeunes dans le domaine de la politique. Qui parle de politique, on parle des actions sociales, on parle de la gestion du pays tout entier. Donc ce n'est pas forcément la politique comme on l'entend. Donc le gouvernement est en train de comprendre un certain nombre de choses. Et les jeunes également sont en train de le comprendre. Ils vont à la recherche de l'information. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains sont audacieux. Ils sont consciencieux, ils ont le courage. C'est vrai qu'il y a certaines exceptions, mais en général, ils ont le courage. Parce qu'aujourd'hui, cette quête, cette soif d'autonomie financière, cette soif d'autonomie de l'intégration dans les administrations, ça pousse ceux qui sont sur le banc aujourd'hui à entreprendre. Et l'entrepreneuriat dans lequel ces jeunes-là, l'entrepreneuriat dans lequel ces jeunes-là, vers lesquels ces jeunes-là se tournent, ce sont des entrepreneuriats, ce sont des branches que l'État ne leur a pas forcément montrées. Ce sont des branches que pas forcément leurs parents leur ont montrées. C'est une auto-formation. Voilà, c'est une auto-formation. Ils ont recherché. Et aujourd'hui, quand on prend le domaine de la construction, on prend le domaine de la gestion des téléphones mobiles et autres, c'est des jeunes qui créent de l'emploi par eux-mêmes. Ils créent de l'emploi, ils embauchent, ils arrivent à mieux gérer ce qu'ils gagnent. Donc, ils comprennent qu'aujourd'hui, ça sort à la maison et dit « l'État doit me former, l'État doit me trouver du boulot ». C'est des choses qui sont révolues. On a une jeunesse qui est en majorité consciente. On a une jeunesse qui est en majorité responsable. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. On a une jeunesse qui sait là où elle veut partir. Parce que la jeunesse est consciente que l'Afrique de demain, elle est gérée par les jeunes d'aujourd'hui. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nos aînés ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont développé l'Afrique comme ils pouvaient. Et nous sommes aujourd'hui là où nous sommes à ce niveau de développement. Mais si demain, nous voulons une meilleure Afrique, nous voulons un meilleur développement, nous voulons des meilleures institutions, c'est aujourd'hui au fait qu'il faut s'intégrer. Et ces jeunes ont compris. Quand on prend dans les administrations, avant, quand on regardait, les gens ne cherchaient pas à changer de grade. Pour la plupart, ils restaient statiques jusqu'à la retraite. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font plus. Les jeunes essayent d'améliorer leurs connaissances, leur évolution professionnelle. Ils font dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Et tout ça, c'est bon pour le développement du pays. Parce que quand on prend à grande échelle, on voit que nos pays africains ont tendance à vouloir diversifier leur économie. Mais pour diversifier l'économie,
ils doivent s'appuyer sur des institutions. Et les institutions sur lesquelles s'appuient nos différents États, qui fait ces institutions? C'est la jeunesse. Et pour pouvoir parler d'une institution forte, il faut parler d'une jeunesse bien formée, d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse consciencieuse, d'une jeunesse intelligente, d'une jeunesse sage. D'accord, très bien. Voilà. D'accord, très bien. Nous allons avancer. Nous sommes toujours en train de parler de l'impact des jeunes. Exactement. Comment est-ce que vous pouvez mesurer l'impact des jeunes sur les jeunes eux-mêmes? Eh bien, à ce niveau, je pense qu'il faudrait revenir à une question un peu fondamentale, la question du jeune leader. Jeune leader. Okay. C'est qui le jeune leader? Le jeune leader doit être un jeune exemplaire, bien formé, sérieux, qui est engagé dans des activités politiques ou apolitiques. C'est ce jeune leader-là qui est capable de provoquer l'émulation autour des autres jeunes afin de les tirer vers un mieux-être. Mais ces jeunes leaders-là, sur 100, nous en avons combien? Si nous regardons un regard généraliste, par exemple, en Côte d'Ivoire, les jeunes engagés suffisamment dans la politique ou encore qui ont des responsabilités assez élevées ne sont pas assez. Donc, ça fait que les jeunes n'ont pas non seulement une visibilité, mais ceux qui sont les modèles, ils ne sont pas assez. Ça fait que les jeunes ne sont pas suffisamment engagés. Mais s'ils ont une grande responsabilité, s'ils sont nombreux, ces jeunes leaders-là, à pouvoir impacter les autres jeunes, on va noter une transformation structurelle au niveau même de la politique, mais aussi au niveau sociétal. D'accord. On va parler aussi de la transformation de l'économie. Tout à l'heure, vous parliez de jeunes qui ont de l'innovation, qui ont de la compétence, qui ont envie de prouver, d'apporter. Beaucoup sont investis dans l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a l'accompagnement, il y a l'accès au marché, il y a l'accès au crédit. Est-ce qu'il y a des facilités suffisantes dans ce domaine en Afrique? Comme on lui dit, l'État ne peut pas tout faire. Mais l'État fait pas mal de choses. Et ce que l'État fait, je trouve que ce n'est pas suffisant pour la jeunesse. Parce que nous avons une jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, qui a soif de mieux-être. Nous avons une jeunesse qui est consciente qu'il faut laisser un avenir meilleur pour leurs enfants. Nous avons une jeunesse de plus en plus responsable parce qu'en Afrique, avec le niveau de décès des personnes âgées, des jeunes se retrouvent malgré eux à être responsables des familles. Donc les charges s'augmentent. Aujourd'hui, l'État ne crée pas suffisamment le cadre pour pouvoir faciliter le niveau de l'investissement au niveau de la jeunesse. Pourquoi? C'est une méconnaissance de la situation? C'est une mauvaise appréciation? Je ne dirais pas que c'est une méconnaissance de la situation, forcément. Ce n'est pas une priorité pas forcément une priorité pour les gouvernements. Bon, ils le disent, mais il y a la pratique de la chose. On ne crée pas forcément le cadre qu'il faut. On ne présente pas le cadre qu'il faut au fait à la jeunesse, le tableau qu'il faut. Un jeune qui entreprend, il n'y a pas de mécanisme pris, il n'y a pas de mesures structurées, il n'y a pas de mesures d'accompagnement véritable. Parce que même quand l'État dit qu'il y a un octroi au prêt pour les jeunes, soit les jeunes, ils n'ont pas la connaissance de comment avoir accès à ce prêt, ou même quand ils ont la connaissance de là où, comment aller au prêt, mais les mécanismes mis en place pour atteindre ce prêt sont trop studieux, c'est fastidieux. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement véritable. On peut dire par exemple un jeune qui entreprend ou qui décide d'entreprendre. Comme c'est un jeune soit du Congo, du Mali, du Burkina, de l'Afrique du Sud, c'est un jeune africain, le gouvernement ivoirien africain peut dire bon, on fait une préférence une exonération peut-être de 2 ans. Je dis quelque chose. De toute forme de taxes pour que la personne puisse s'installer véritablement, prendre ses repères, que l'entreprise puisse se stabiliser et après les 2 ans, les mesures d'accompagnement suivent, l'accompagnement, le suivi, tout ça, ça accompagne. Je pense que pour cette mesure en Côte d'Ivoire, ça se fait. Les startups, les entreprises qui s'installent en un délai. C'est pas pour toutes les entreprises. Okay. Parce qu'il y a plusieurs catégorisations au niveau des entreprises. Il y a les grandes entreprises, il y a les moyennes entreprises et il y a les petites entreprises. Aujourd'hui, le financement octroyé à un jeune pour monter une entreprise, très souvent, on ne le dit pas, mais on remarque que ce financement-là est à la base ce propre financement est à la base de l'échec même de la société que le jeune il a mis en place. Pourquoi le financement le financement, je dis qu'il est à la base, pas qu'il est peu, mais parce que le jeune l'utilise pour payer les taxes. Pour payer les taxes. Voilà, l'entreprise elle est naissante,
Mais on ne sait pas si le capital, le jeune, il a pu s'en sortir. Il paye les taxes au quotidien. Il paye les taxes par mois, parfois de façon informelle. Il le paye. Les impôts, on n'arrive pas à savoir si l'entreprise, elle a survécu ou pas. Mais bon, l'État... À la limite, c'est j'ai prêté mon argent, l'entreprise elle est sur pied, moi je fais mon recouvrement. Je dis qu'il faut mettre une politique économique véritable en place pour accompagner les jeunes dans la mise en place et dans la réalisation de tous ces projets. Parce que les jeunes, ils ont la volonté d'entreprendre, ils ont la volonté de bien faire. Et c'est toutes ces choses qui font avancer le pays, c'est toutes ces choses qui font avancer l'Afrique. Ils créent des emplois. Quand les jeunes créent par exemple des taxis, ils mettent sur place des taxis, mais ils sont pourvoyeurs d'emplois et c'est le taux de chômage qui réduit. C'est pourquoi il faut accompagner la jeunesse dans la mise en place de toutes ces structures. D'accord. L'Afrique a souffert pendant longtemps et peut-être continue de souffrir encore de la fuite de ses cerveaux. Les personnes qui sont allées se former à l'extérieur et qui sont restées pour apporter leur contribution et qui ont développé d'autres continents. Le retour de ces cerveaux-là, comment l'organiser, comment faire en sorte que cela puisse contribuer au développement de l'Afrique et surtout qu'il s'agit de beaucoup de jeunes. En effet, face à cette question, laissez-moi prendre l'exemple d'un cerveau qui a fait un retour très éminent et qui a contribué efficacement. Je prends un peu le cas de M. Jean Bonnet, qui disait sur un plateau de la place que lorsqu'il était en France après la formation, il a été contacté par Tidjane Thiam pour venir travailler, pour développer le pays. Et la première question qu'il a posée, est-ce qu'il aurait un bon salaire? Et le Tidjane Thiam lui répond que moi, lorsque j'étais en Europe, ce que je reçois ici, c'est 10 fois moins. Mais je ne suis pas venu c'est pas pour avoir de l'argent, mais pour contribuer au développement. Ça laisse quelque chose à penser. Lorsqu'on fait appel au cerveau, capable de contribuer au développement de l'Afrique, est-ce que l'environnement est favorable à leur insertion? Parce que c'est ça. Il ne faut pas que tu vas laisser ce que tu fais là-bas et tu reviens 2 ans, 3 ans, lorsque le système politique change ou l'appareil politique est en mutation, il ne faudrait pas que tu te retrouves en chômage. Il ne faut pas qu'on te combatte aussi. Il ne faut pas qu'on te combatte aussi. Parce qu'on sait en Afrique, lorsque il y a changement de régime, généralement, il y a aussi changement de tout ce qui est aux alentours. Même quand vous contribuez au développement du pays, donc il faudrait mettre en place un environnement capable de favoriser le retour de ces grands cerveaux-là et leur donner la latitude de contribuer efficacement. Vous voyez, je prends un peu les écrits de professeur Seri Baye qui disait en dehors du développement, il faut aussi le développementalisme. Il attend par développementalisme le développement des mentalités. Ceux qui peuvent provoquer ça, généralement, des gens qui ont reçu une très bonne formation, lorsqu'ils viennent ou encore lorsqu'ils sont engagés, ils sont combattus soit peut-être à cause des idéaux politiques ou encore des engagements politiques, mais en réalité qui n'a rien à voir. Nous le disons chaque fois, l'État est là, l'État est intemporel, mais nous qui travaillons dans l'État, nous sommes temporels. De sorte que ces cerveaux-là, lorsqu'ils reviennent, il faudrait qu'ils puissent bénéficier ou encore d'un climat de travail qui pourra aisément leur laisser la latitude de contribuer efficacement au développement du pays sans toutefois que leurs conditions soient menacées par les changements de régime ou encore par leur appartenance aux idéaux politiques. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de personnes copient leur modèle à la télévision ou sur Internet avec les nombreux influenceurs. Vous êtes des jeunes, vous contribuez à votre manière au développement du continent, de votre pays, par l'exercice de vos fonctions, mais surtout également sur ce plateau de télévision. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui parfois n'ont pas un profil assez clair, mais qui influencent et qui impactent la jeune génération et qui réduisent pratiquement à néant tout le travail d'éducation et de formation? C'est un phénomène, malheureusement, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et vu l'évolution des choses, on ne peut pas faire sans. L'idée aujourd'hui, c'est de faire davantage prendre conscience à la jeunesse, de faire le distinguo entre ce qui est à copier et ce qui n'est pas à copier. Vous voyez aujourd'hui, tout récemment au Bénin, il y a eu le jugement de la jeune fille adolescente, elle fait partie de la jeunesse africaine, qui a copié le mauvais modèle. Cameroun, le Bénin. Si c'est pour la question de réseaux sociaux, je pense que ça, on va se limiter au pays, un pays limitrophe, si vous voulez. D'accord, ok. Donc,
vous comprenez qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas forcément influencée par les bons modèles. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Tout le monde a un accès à Internet. Mais on ne va pas à la recherche de ce qui va forcément faire avancer l'Afrique. C'est pourquoi les États sont en train de réguler et ils ont pris des textes d'ailleurs, ce que j'applaudis fortement et plusieurs autres applaudissent pour réguler un certain nombre de choses. Parce que les influenceurs aujourd'hui, comme on le dit, le verbe, le mot c'est quelque chose qui impacte tout de suite. Et dans un mot, on peut mettre plusieurs choses. Donc l'idée aussi c'est de canaliser tous ces influenceurs, toutes ces personnes qui impactent, que ce soit positivement ou négativement, de telle sorte que tout le monde puisse être sur la même balance en vue d'impacter positivement la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que... Oui, je vais faire un avis. Exactement. Oui, pas plus tard qu'hier, j'achevais l'écriture d'un article sur les marivaudages des réseaux sociaux et l'abattardissement de l'éducation. Je montrais par là que nous avons été impactés, séduits, envoûtés par les réseaux sociaux, de sorte que nous n'arrivons plus à les utiliser avec morale. Je suis un spécialiste de la philosophie politique et morale. Moi, je pense qu'il y a un manque criard de l'éducation aux réseaux sociaux. Il faudrait, et j'ai fait la proposition, qu'on insère des modules comme morale et éducation des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ces influenceurs qui influencent les enfants ne sont pas forcément des bons modèles. Effectivement. Ceux-là, ils transmettent parfois des comportements qui vont à l'encontre de nos mœurs. Nous savons que l'Afrique est un continent de valeurs. L'Afrique est un continent qui respecte la tradition. L'Afrique est un continent qui a ses propres valeurs. Vous savez qu'avant, il n'existait pas de prison en Afrique parce que l'homme africain n'avait pas ces comportements aujourd'hui qui sont à l'encontre, même qui vont à l'encontre de l'humanité. Mais la rencontre Afrique-l'Occident a entraîné un choc culturel qui font que l'homme africain se trouve embarrassé, sinon cloué, je vais dire tiraillé entre deux valeurs. Il n'est plus lui-même, mais il ne peut pas être aussi l'autre. De sorte qu'il est en état de perdition. Et c'est ce que montre le livre L'aventure de Cheikh Hamidou Kane. Mais au-delà de toute chose, il faudrait que l'homme africain, aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, doit avoir une morale face aux réseaux sociaux. On ne peut pas tout mettre sur les réseaux sociaux. On ne peut pas aussi tout copier sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une poubelle. Peut-être qu'il y a du bon, mais il y a beaucoup de choses négatives qui vous auraient fait attention. D'accord. La dernière question, certainement, c'est comment est-ce que tous les jeunes qui nous écoutent à leur humble niveau peuvent sentir qu'ils apportent quelque chose de considérable, de conséquent au développement de leur pays. Ne pas attendre forcément d'être directeur général, ne pas attendre forcément un poste de nomination, mais comment à la plus bas échelle, et chacun à son humble niveau, peut être conscient du rôle qu'il joue. La jeunesse aujourd'hui, elle est de plus en plus initiative. Et on voit les jeunes prendre le devant des choses dans le domaine social, par exemple. Plusieurs jeunes s'élèvent aujourd'hui dans les actions caritatives. Ils n'attendent pas l'État, ils mènent des actions. Ils mènent des actions pour venir en aide, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine social, dans le domaine politique. Ils mènent des actions, chacun à son même niveau, que ce soit la gestion d'une cité, l'assainissement. Ils mènent des actions. Et c'est ces choses-là que la jeunesse doit copier. La jeunesse doit comprendre que on ne pourra pas lui dire tout le temps haut et fort, voici ce qu'il ne faut pas copier, voici ce qu'il faut copier. Parce qu'on a de plus en plus une jeunesse qui doit être responsable. On a de plus en plus une jeunesse que l'Afrique attend. Parce que les aînés, bientôt, ils sortiront de l'échéance. C'est à nous, jeunesse, de comprendre. Les réseaux sociaux existent, c'est vrai. Et comme M. Doumbia le disait tout à l'heure, il y a des valeurs qu'il faut copier, il y a des valeurs qu'il ne faut pas copier. Nous sommes une Afrique, et nous sommes une Afrique qui prône des valeurs. Nous avons de la culture. Nous avons un héritage que nous ont légué quand même nos parents. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la promotion de la médiocrité. Non, pas du tout. On ne dénonce pas. On a des jeunes qui dénoncent, c'est vrai, mais on a certains qui ne dénoncent pas. Et ceux qui dénoncent, généralement,
il ne dénonce pas forcément la bonne chose. Il ne dénonce pas forcément ce qui doit faire avancer la machine étatique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut les utiliser pour faire avancer nos États. On peut les utiliser pour faire avancer nos pays. On peut faire des propositions sur les réseaux sociaux. On peut créer des groupes pour propositions en matière d'avancement du pays. On peut créer des groupes pour sensibiliser ou pour ramener aux mœurs. On peut créer des groupes pour l'apprentissage de l'anglais, pour pas mal de choses qui peuvent nous faire avancer. Exactement. Et je pense que ces influenceurs qui influencent négativement la jeunesse, ces personnes-là doivent être sorties des réseaux sociaux. Parce que je pense que si on mène comme ça des actions au niveau de ces têtes, parce que pour toucher le peuple, pour toucher le corps, il faut déjà toucher la tête. Et si on touche ces têtes-là, je pense que la jeunesse va être consciente, la jeunesse va prendre conscience que vraiment, ce chemin, si la personne que j'ai en idole a été frappée par la loi, moi je ne serai pas à marge. Donc attention, si je fais ça, voici ce à quoi je pourrais m'exposer. Donc il faut mettre l'accent sur les têtes, c'est-à-dire ces influenceurs qui prônent la facilité, qui gagnent de l'argent facile, ces jeunes filles qui sont très influençables, ces jeunes hommes qui sont très influençables. On a des jeunes qui mènent des actions dans le domaine de l'agriculture. Quand ils prennent des initiatives, on a des jeunes qui sont quittés en Europe, qui sont venus, qui ont pris l'initiative de développer et de créer des entreprises dans le domaine agricole. Ça, c'est des relais que les influenceurs doivent faire pour impacter positivement cette jeunesse qui est en attente et qui cherche des repères. Merci, Madame Bifezela Anne Ouattara. Je rappelle que vous êtes inspecteur du commerce. Et merci d'avoir donc pris part à cette émission. Vous êtes également issu de l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly. Tout à fait. Merci pour ces riches contributions. Nous aurons l'occasion dans un autre cas, dans une autre émission, de développer d'autres paramètres. Merci également à vous, Doumbia Idrissa, doctorant en éthique, philosophie, politique et morale. Vous êtes également auditeur dans cet institut. Exactement. Merci pour vos riches contributions. C'est nous qui vous remercions. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.